Tidiane Thiam choque la toile. Sur le plateau d'Alain Foka, il affirme être plus cultivé, plus intelligent et plus connu qu'Alassane Dramane ou Ouattara, l'actuel président de la Côte d'Ivoire. Mais qu'a-t-il vraiment voulu dire? Est-ce une provocation politique, une simple comparaison, ou un message caché derrière ces mots? Certains disent, vous avez le même parcours quasiment, du moins professionnel avec Alassane Dramane ou Ouattara. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus qu'il n'est déjà fait? Est-ce que vous savez ce que c'est le Fortune 500? Non, vous allez nous l'expliquer. Les 500 premières sociétés du monde, par chiffre d'affaires. On n'entre pas dans ce club-là facilement. J'ai été 11 ans patron de Fortune 500. Vous voulez dire qu'il n'a pas votre parcours et que... On a des parcours différents, c'est tout. C'est un fonctionnaire international au FMI. Moi, je gérais des boîtes qui avaient 1300 milliards de dollars de total de bilan. En Indonésie, j'avais 220 000 employés. Mais qu'est-ce que vous allez faire qu'il n'ait pu faire, puisque lui aussi, il avait des relations, il a des relations, il a ramené des fonds dans le pays. Fonctionnaire ou entrepreneur, leader de secteur, c'est la même chose. Mais sur quelle planète vous vivez? C'est un fonctionnaire international. Arrêtez. Au FMI, on est payé 400 000, 500 000 dollars par an. Un CEO de fortune gagne 10 millions de dollars par an. Ça fait 20 fois. C'est pas la même chose. Donc vous pensez qu'il n'est plus à la hauteur? Je ne sais pas qui il est. Moi, je suis un homme du privé. Ce que je peux apporter, c'est de la création d'emplois. Je sais comment on investit, je sais comment on dirige une entreprise. Je suis un manager, je l'ai prouvé. C'est pas une question de relation. Moi, je connais Mike Bloomberg parce que Crédit Suisse est un des plus gros clients de Bloomberg dans le monde. Je connais... mais il a toujours dit qu'il avait aussi de grandes relations, des relations importantes. Le FMI, le rôle qu'il joue dans l'économie mondiale. Ils viennent dans les pays de temps en temps et ils regardent les grands équilibres macroéconomiques. Ça n'a rien à voir avec être sur les marchés tous les jours et que ça a un impact sur votre compte d'exploitation. Alors si vous deviez dresser son bilan aujourd'hui, on n'a rien à voir. Si vous deviez dresser son bilan... Je ne dis pas qu'il a un mauvais profil, je dis juste que de dire qu'on a le même profil, c'est de l'ignorance plus. Voilà. Mais est-ce que son bilan est mauvais? Être au FMI, ou être patron d'une fortune 500, c'est la même chose, c'est de l'ignorance, ça n'a rien à voir. C'est comme jouer au football et jouer au hockey, c'est deux sports différents. Voilà, point à la ligne. Bon, son bilan, je l'ai dit, moi je ne me contredis pas. J'ai adopté un ton très conciliant. Même quand on m'a envoyé 39 bus pour m'empêcher, alors qu'on avait un deal, non, certains, 39 bus de police. J'ai dû aller le 16 au matin, parce que c'est un plan en deux phases. C'est un commissaire qui me l'a dit. Le but, c'était de créer de la violence pour pouvoir m'arrêter. Bon, dire que j'avais suscité des violences. Quand ils sont venus à 2h du matin chasser nos gens qui étaient en train d'installer les micros, etc., on a dit du calme. À 7h du matin, j'ai fait un communiqué disant aux militants de grâce, soyez calmes, c'est de la provocation, ne réagissez pas. On m'a dit d'ailleurs que c'est un communiqué qui allait très haut dans l'administration américaine. On a dit, voici un comportement exemplaire d'un opposant africain qu'on aimerait voir dans plus d'endroits. Ensuite, quand ça a chauffé, comme ça n'a pas marché, ils sont allés occuper le siège du PDCI. Depuis 1946, jamais des forces de l'ordre n'ont occupé un siège du PDCI, même sous la coloniale, même à l'époque de la guerre froide, quand on était affilié au Parti communiste. Ils sont allés occuper le siège du PDCI à Cocody en pensant que ça allait mettre le feu aux poudres. C'est là que je suis allé, il y a les images sur Internet, où j'ai dit aux gens, vous savez, dans la vie, on ne peut pas contrôler les événements, mais on contrôle toujours comment on réagit. Là, on va montrer notre supériorité, notre baisse, c'est dans notre réaction. On va montrer qu'on est une partie de la paix, on va être civilisé, on ne va pas répondre à la provocation. Pour vous, on est dans un régime de violence en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Les images ont été diffusées du pauvre Kwaku Djabia qui a été jeté dans un véhicule de force. C'est à la fondation Konrad Adenauer, qui est une fondation pour la paix créée par M. Adenauer après le drame de la Seconde Guerre mondiale, qui est financée par l'État allemand, qui nous aide dans les formations pour les élections, etc. Le petit était là, il parlait avec un vigile, un véhicule noir qui traînait là depuis 16h35 est arrivé. Vous avez vu les images? Des gens en tenue civile, en hoodie, etc., qui sont armés, ils s'approchent. J'ai le témoignage du vigile, on a flouté son visage parce qu'il paraît que les gens le cherchent, et où ils ont dit, si tu parles en tabac, il a essayé de s'interposer. Et vous avez vu, ils ont embarqué ça, c'est un kidnapping. C'est un kidnapping. En plein jour à Cocody, à Abidjan. On a un peu de mal à croire en tout ça lorsque l'on sait les circonstances dans lesquelles le président Alassane Ouattara est arrivé aux affaires, il a subi les mêmes pressions. On ne sait pas où ce jeune homme est. Jusqu'à ce jour? Nous ne savons pas, nous le PDC, on le cherche. Nos avocats ont donné une conférence avant-hier, on a utilisé ce film avec la presse internationale. Voilà la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on s'est rapproché des autorités pour poser la question? Bien sûr, bien sûr. La Fondation Adenauer, qui est quand même importante, a écrit au ministre de l'Intérieur, a écrit au ministre des Affaires étrangères, a écrit à l'ambassadeur d'Allemagne, a écrit à l'ambassadeur de l'Union européenne, a écrit à l'ambassadeur de France. Donc le silence de tous ces gens-là face à des enlèvements extrajudiciaires, on a enfin les images. Le petit Ousmane Chérif, ils sont allés attaquer sa maison
la nuit, encagoulé. J'ai dû l'extraire, il est au Ghana aujourd'hui, protégé par mes amis. On avait des fuites, les menaces sont constantes. Mon frère Aziz a été arrêté à sa sortie avec toute l'informatique qu'on a. Après, on lui dit, il y a erreur sur la personne. Aziz Thiam, ancien ministre des Transports, arrêté. Mais Tidjane Thiam, vous êtes censé être candidat, en tout cas c'était l'ambition. Avec tout ça, qu'est-ce qui vous reste comme chance? Qu'est-ce qui vous fait encore aujourd'hui croire que vous pouvez retourner en Côte d'Ivoire et participer à cette élection présidentielle d'octobre prochain? Est-ce qu'il y a une chance, une toute petite chance, une fenêtre? Je n'abandonnerai jamais ce combat. Ceux qui me donnent du courage, ce sont tous les Ivoiriens. Vous avez vu même votre collaboratrice qui m'a vu tout à l'heure. Vraiment, cette popularité que j'ai, je ne peux pas l'expliquer. Quelquefois, il y a une relation entre un homme et son peuple qui n'est pas explicable. Les Ivoiriens m'ont donné tellement d'amour. Mettons que les Ivoiriens vous aient donné cet amour. Non, je ne sais pas quoi, mais c'est ça qui me fait continuer. Mais en même temps, vous ne pouvez pas. En moi. En même temps, vous ne pouvez pas mener campagne à partir de Paris en n'étant pas candidat. J'ai eu 132 000 parrainages, M. Foka. Ça fait 3 mois que je ne suis pas retourné dans mon pays. OK ? Et on a dit que je ne peux pas me présenter à l'élection présidentielle. J'ai 132 000 parrainages. C'est pas rien. Le RHDP a gagné l'élection. Oui, mais mener campagne de Paris, ça va être compliqué. Est-ce que vous ne misez pas un peu? Je parle aux gens tous les jours. Je gère vous avez vu un député qui est avec moi ici. Les gens vont et viennent. Les gens sont déterminés. Ils veulent une alternance en Côte d'Ivoire. Et à la fin, Vox Populi, Vox Dei. La volonté. Est-ce que vous croyez en la possibilité que cette révision des listes électorales puisse permettre que vous soyez candidat? Tout est possible, c'est une option. C'est une option. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est que la volonté du peuple puisse s'exprimer. Dans la vie, personne. Moi, je ne peux pas dire que je serai élu nécessairement, mais ce qu'on veut, c'est que les Ivoiriens aient le choix. Clairement, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui souhaitent pouvoir voter pour moi. Okay? On m'a éliminé. Parce que mon cas est différent. Moi, j'étais sur la liste électorale. Quand je suis allé m'inscrire en décembre 2022, je vous ai dit août 2022, premier voyage. Je ne suis pas resté assez longtemps. Décembre 2022, j'avais tous mes papiers. Je suis allé m'inscrire. Mais même les journaux du RHDP ont mis en première page. J'ai dit, c'est le civisme. Je suis venu m'inscrire. Les petits agents ont fait des selfies avec moi. Donc moi, à ce moment, ils croyaient au deal. Il n'y avait pas de deal, arrêtez. Oui. Quel deal? C'est pour ça que je dis, ceux-là croyaient qu'il y a un deal. Vous venez de nous dire qu'il n'y a pas de deal. On vous croit. Mais pour beaucoup, il y avait un deal. Mais quel deal? Je suis un citoyen ivoirien. Je reviens. Moi, je pense que j'ai beaucoup à apporter à ce pays. Alors aujourd'hui, vous vous êtes mis avec un certain... Excusez-moi. Oui. C'est pas pour me vanter. Mais à chaque fois, après, il dit qu'il était toujours premier. Oui. Je n'étais pas deuxième. Ils veulent que je dise que j'étais deuxième. J'étais premier de Côte d'Ivoire. J'ai aussi été premier du Maroc au BEPC. Donc c'est pas juste en Côte d'Ivoire, c'est pas au fouet de Boigny. Bon, CEO de Fortune 500, j'ai été 11 ans, monsieur CEO de Fortune. Je ne parle pas d'Africains. Il y a peu d'êtres humains à qui c'est arrivé. Mais en même temps, les gens se disent, bon, j'ai beaucoup à apporter à ce pays. En même temps, les gens se disent, oui, mais il nous la ramène trop avec ces titres qu'il a eu. La vérité. Voilà. Oui, en même temps. C'est la vérité. Donc, c'est là-dessus que je m'appuie pour apporter à mon pays. Je connais beaucoup d'investisseurs, je connais les marchés, je suis connu. Bon, je peux apporter quand même ça à mon pays. C'est ce que je souhaite faire. Monsieur Thiam, aujourd'hui, vous êtes à l'extérieur et vous avez de la difficulté à vous retrouver sur ces listes électorales. Est-ce que... Je n'ai pas de difficulté. J'ai été éliminé illégalement de la liste électorale parce que les questions de nationalité, maintenant je connais le code, article 83 du code de nationalité, seul le procureur de la République est habilité à statuer sur les questions de nationalité. Cette dame qui a agi le 22 avril est présidente du tribunal de première instance de Côte d'Ivoire. Elle agit ultra vires, ça s'appelle. Elle n'a pas l'autorité pour prendre la décision qu'elle a prise. Donc c'est une décision illégale. Vous comptez sur la révision des listes électorales. L'ancien ministre des Droits de l'Homme qui l'a dit est allé en prison. Parce qu'il a cité mon nom et il a dit que la décision était mauvaise. Voilà où on vit. Vous vous êtes mis avec ceux qui ont subi également l'exclusion. Laurent Gbagbo, par exemple. Guillaume Soro, Charles Blé Goudé, pour ne parler que de ceux-là. Or, on n'a pas l'impression que vous étiez particulièrement proche, notamment de Laurent Gbagbo. C'est un mariage de la souris et de la carpe. Vous savez, la vie, on est tous ivoiriens. Moi, malheureusement, mes camarades de terminale sont allés me parrainer il y a 2 jours à Abidjan. C'est moi, on sait où j'étais. Mais la relation avec Gbagbo et Bédi, avec Gbagbo et vous-même. Madame Gbagbo, elle faisait l'entrée du lycée classique. Elle enseignait dans la classe là-bas. Ce sont des gens que je connais depuis mon enfance. Moi, j'ai vu Gbagbo sortir de la chambre d'Oufoué 1000 fois. Ce sont des gens que je connais depuis mon enfance. Et Gbagbo, je vous ai dit qu'en 2000, je l'ai beaucoup aidé. Il le sait, avec Guy Laberty et d'autres,
à revenir au pouvoir et qui m'a proposé d'être Premier ministre. Donc on n'a pas de problème. Okay, on a une relation non, on ne vous a pas beaucoup vu là-dessus, cordiale. on ne vous a pas non plus entendu sur les questions de Laurent Gbagbo non plus. On était loin de l'élection, on ne m'a jamais posé la question. Okay. Parce que certains disent oui, mais il n'a pas parlé des autres. C'est pas vrai. J'ai des discours août 2023, mais c'est faux. En août 2023. Vous avez réagi sur la situation Gbagbo? Bien sûr, en août 2023. J'ai fait un discours en tant que coordinateur de la CAP où j'ai parlé de Gbagbo, de Soro, etc. En août 2023. En dénonçant ce qui leur arrivait? Bien sûr. On ne peut pas prendre ses désirs pour des réalités. Maintenant, vous avez dit, je suis un homme de dossier, je suis aussi un homme de fait. Et c'est vraiment une chose qui m'irrite dans les débats politiques africains, c'est que les gens n'ont parfois aucun respect pour les faits. Je suis désolé, je l'ai dit. Et je l'ai dit d'ailleurs, c'est moi qui ai écrit mes discours. Je l'ai dit, mettez bien ça, parce que sinon un jour, on dirait que je ne l'ai pas dit. S'ils m'éliminent, ils vont dire que c'est parce qu'ils m'ont éliminé. Mais est-ce que vous vous êtes parlé, Laurent Gbagbo et vous, ces derniers temps? On ne sait pas, on a fait... Mais c'est quoi le but aujourd'hui? C'est quoi le but de ce mouvement? Quel est le but de ce mouvement où vous vous mettez ensemble aujourd'hui? J'ai 15 questions en même temps. Il m'a demandé si je parlais à Laurent Gbagbo. J'ai dit, je suis allé jusqu'à Mama chez lui, on a pris une très belle photo ensemble. Et je fais une photo qui a eu un succès énorme sur Internet. Maintenant, on n'a pas besoin de se parler tous les jours. Ce qu'on fait actuellement, le but de ce mouvement, c'est qu'on a des revendications très précises. Il est clair qu'on n'a pas la même idéologie, on l'a écrit. Oui. C'est pour ça que je pose la question, puisque vous n'avez pas la même idéologie. Ce qu'on veut, ce sont des élections transparentes, compétitives, inclusives, où le meilleur gagne, où le vainqueur gagne, de façon à pouvoir gouverner le pays avec légitimité par la suite. C'est aussi simple que ça. Okay? Donc on a demandé, nos revendications sont écrites noir sur blanc. On a demandé que... Alors on dit, on n'a fait que appliquer à M. Thiam la loi. D'accord. Donc ce sont des défenseurs de l'état de droit qui kidnappent les gens en plein jour, dans la rue, par des gendarmes en civil. Les gendarmes n'ont pas le droit d'opérer en civil. Okay? Les gendarmes font partie de l'armée. Okay? Ça c'est un. Ce sont des gens qui respectent le droit. Le droit dit que la révision de la liste électorale doit avoir lieu chaque année. Ils n'en ont pas fait en 2022. En 2015, elle a eu lieu en juin-juillet, avant l'élection, ce qui est normal et bien. En 2020, elle a eu lieu en juin-juillet, avant l'élection, ce qui est normal et bien. Et puis en 2025, où on a éliminé M. Thiam, où il pourrait se réinscrire si on faisait la RLE en juin-juillet, subitement on décide qu'elle aura lieu après l'élection. Donc vous pouvez marquer des buts, mais après la fin du match, dit l'arbitre. Donc c'est ridicule, c'est ridicule. Alors, selon vous, Tidiane Thiam a-t-il eu raison de se comparer à Alassane Ouattara? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner pour ne rien manquer des prochains débats politiques et analyses exclusives. C'était Politica Africa, à très vite pour une nouvelle vidéo.